Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Donc on poursuit toujours Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc si vous venez de nous rejoindre en cours de route, c'est pas compliqué. Je vous invite tout simplement à vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait, que vous vous apprêtiez à dormir ou même pourquoi pas à petit déjeuner, parce que ça peut arriver aussi de se lever très tôt. Donc voilà, donc c'est sur c'est sur cette belle invitation que je vous invite à écouter donc la lecture d'Orgueil et préjugés. On s'en était arrêté justement à la rencontre, enfin à la rencontre plus qu'une rencontre, plutôt à une conversation entre Elizabeth Bennet et Wickham, justement, qui lui faisait part des antécédents et de toutes les querelles qu'il pouvait avoir avec Monsieur Darcy. Voilà, donc on s'en était arrêté là. Donc je vous souhaite tout simplement un excellent moment en ma compagnie. Et puis si vous voulez nous faire un petit coucou ou nous laisser un petit message, c'est pas compliqué. Il suffit de faire #VBN ou tout simplement de nous laisser un petit message sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un très bon moment. C'est parti. Mais demanda-t-elle après une pause, qu'est-ce qui la poussait à agir ainsi? Pourquoi se conduire aussi cruellement? Cela est dû à son antipathie à mon égard, une antipathie profonde et tenace, que je ne puis m'empêcher d'attribuer dans une certaine mesure à la jalousie. Si le défunt Monsieur Darcy avait eu moins d'affection pour moi, son fils m'aurait mieux supporté. Mais l'attachement peu commun de son père pour lui fut une source d'irritation, je crois, dès son plus jeune âge. Son caractère ne lui permettait pas de souffrir la rivalité qu'il y avait sans cesse entre nous et la préférence qu'il m'était souvent donnée. Je n'aurais jamais imaginé autant de mal de Monsieur Darcy. Je ne l'ai jamais aimé, mais je ne l'aurais mis aussi bas. Je lui prêtais du mépris pour la plupart des hommes, mais sans le soupçonner de s'abaisser à une vengeance aussi méchante, à tant d'injustice, à tant d'inhumanité. Elle réfléchit quelques instants, toutefois, puis reprit. Je me souviens, malgré tout, de l'avoir entendu un jour à Netherfield se vanter du caractère inexorable de ses rancunes, de sa difficulté naturelle à pardonner. Oh, il doit avoir un caractère épouvantable. Je ne me risquerai pas à me prononcer, répondit Wickham. Il me serait difficile d'être juste envers lui. De nouveau, Elisabeth se plongea dans ses réflexions. Un instant plus tard, elle s'exclama. Traiter ainsi le filleul, l'ami, le favori de son père. Elle aurait pu ajouter « Et un homme tel que vous, dont le visage à lui seul garantit l'amabilité. » Mais elle se contenta de dire « Et quelqu'un qui sans doute était son compagnon depuis l'enfance, avec lequel, je crois l'avoir entendu de votre bouche, il était lié tout particulièrement. » Nous sommes nés dans la même paroisse, dans l'enceinte du même parc. Nous ne nous sommes pas quittés pendant la plus grande partie de notre jeunesse, habitant la même maison, partageant les mêmes jeux, objet d'une même tendresse paternelle. Mon père commença par la profession à laquelle votre oncle, M. Phillips, paraît faire tant d'honneur, mais il abandonna tout pour se mettre au service de feu M. Darcy et consacra tout son temps aux soins que réclamait le domaine de Pemberley. Il avait l'entière confiance de M. Darcy dont il était l'ami intime, le confident. M. Darcy admit plus d'une fois qu'il avait envers lui une grande dette de reconnaissance pour l'administration zélée de ses biens, et lorsque, peu de temps avant sa mort, M. Darcy spontanément lui promit de faire quelque chose pour moi, je suis convaincue qu'il interpréta cela autant comme l'effet d'une gratitude à son égard que comme un témoignage d'affection envers moi. « Comme c'est étrange !» s'écria Elisabeth. « Comme c'est abominable !» Je ne m'explique pas pourquoi l'orgueil même de ce monsieur Darcy ne l'a pas conduit à vous rendre justice. S'il n'obéissait pas à un motif plus élevé, il aurait pu avoir trop de fierté pour être malhonnête, car il faut bien parler de malhonnêteté. C'est effectivement bien étonnant, reprit Wickham, car presque toutes ses actions sont imputables à l'orgueil, et l'orgueil l'a souvent bien servi. Il l'a conduit à se rapprocher de la vertu davantage qu'aucun autre sentiment. Mais aucun de nous n'est toujours conséquent avec lui-même et, dans son attitude à mon égard, l'orgueil a joué moins que d'autres mobiles. Un orgueil aussi monstrueux peut-il lui avoir jamais été profitable? Oui, il l'a souvent amené à se montrer libéral et généreux, à donner son argent sans compter, à faire montre d'hospitalité, à aider ses fermiers et à secourir les pauvres. La fierté du nom,
celle d'avoir un père comme le sien, car il est très fier de son père, ont accompli tout ça. Ne pas paraître déshonorer sa famille, ne pas sembler faillir aux qualités qui ont fait le renom de Pemberley, ne pas compromettre son influence, sont pour lui d'importantes raisons de bien agir. Il est également fier de sa sœur. Cela s'ajoute à l'affection qu'il lui voue pour faire de lui un tuteur très bon et très vigilant. Vous l'entendrez souvent vanter comme les plus attentionnés et le meilleur des frères. Quelle sorte de jeune personne est mademoiselle Darcy ? Il hocha la tête. Je voudrais pouvoir vous dire qu'elle est aimable. Cela me coûte de dénigrer quelqu'un du nom de Darcy. Mais elle ressemble par trop à son frère. Elle est très, très orgueilleuse. Enfant, elle se montrait affectueuse et gentille. Elle m'aimait beaucoup et je passais des heures à la distraire. Mais maintenant, elle ne m'est plus rien. C'est une belle jeune fille de 15 ou 16 ans. Je crois savoir qu'elle possède bien des talents. Depuis le décès de son père, elle vit à Londres dans la compagnie d'une dame qui dirige son éducation. Après de nombreuses interruptions et beaucoup de tentatives pour changer de sujet, Elisabeth ne put s'empêcher de revenir au même sujet et de dire « Je suis surprise qu'il fasse partie des intimes de M. Bingley. Comment M. Bingley, qui semble la bonne humeur faite homme, et qui est, j'en suis persuadée, quelqu'un de véritablement aimable, peut-il être lié d'amitié avec un tel individu ? Comment peut-il s'entendre ? Mais connaissez-vous M. Bingley ? Pas du tout. C'est quelqu'un de débonnaire, d'agréable, de charmant. Il ne connaît sûrement pas la vérité sur M. Darcy. Sans doute pas, mais M. Darcy est capable de plaire lorsque cela l'arrange. Il ne manque pas de talent pour y parvenir. Il peut converser aimablement s'il juge que cela en vaut la peine. Parmi ceux dont l'importance dans le monde égale un tant soit peu la sienne, il apparaît fort différent de ce qu'il est avec les moins fortunés. Son orgueil ne l'abandonne jamais, mais avec les riches il se montre ouvert, juste, sincère, raisonnable, honorable, agréable peut-être, seulement quand la fortune et la tournure sont à son goût. La partie de whist se terminant peu après, les joueurs se regroupèrent autour de l'autre table, et M. Collins s'assit entre sa cousine Elisabeth et M. Phillips. Celle-ci posait la question qu'on pose habituellement sur le succès qu'il avait rencontré. Il n'avait pas été considérable. En fait, M. Collins n'avait rien gagné. Madame Phillips commençait d'exprimer des regrets. Il l'assura avec beaucoup de gravité que ce manque de réussite n'avait pas la moindre importance, qu'il considérerait la perte d'argent comme une bagatelle et la priait de ne pas s'en inquiéter. « Je sais très bien, madame, répondit-il, que lorsqu'on s'assoit à une table de jeu, on doit en accepter les risques, mais heureusement, l'état de mes finances m'autorise à ne pas me tracasser pour 5 000 shillings. Oula, 5 000 shillings, c'est peut-être un peu beaucoup. 5 shillings. 5 shillings, c'est mieux. Plus d'un, la chose est sûre, ne pourrait en dire autant, mais grâce à Lady Catherine de Bourgh, je suis loin de devoir me mettre en peine pour des vétilles. » Ces paroles retinrent l'attention de M. Wickham, et après avoir observé M. Collins quelques instants, il demanda à voix basse à Elisabeth si son parent était étroitement lié à la famille de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, expliqua-t-elle, lui a récemment fait don d'un bénéfice. Je ne sais pas grand-chose de la manière dont M. Collins a pu d'abord lui être connu, mais leurs relations ne sont certainement pas anciennes. Vous n'ignorez pas, bien sûr, que Lady Catherine de Bourgh et Lady Anne Darcy étaient sœurs et qu'en conséquence, elle est la tante de l'actuel M. Darcy. Je n'en avais aucune idée. Je n'étais informée d'aucun des liens familiaux de Lady Catherine. Son existence m'était encore inconnue avant-hier. Sa fille, mademoiselle de Bourgh, sera un jour en possession d'une grande fortune, et l'on croit que son cousin et elle réuniront leurs biens. Elisabeth sourit en apprenant cela, car elle pensait à la pauvre mademoiselle Bingley. À quoi servaient en effet ses soins attentionnés, son affection par mademoiselle Darcy et ses louanges de M. Darcy si ce dernier se destinait déjà à épouser quelqu'un d'autre ? Monsieur Collins, reprit-elle, ne sait pas quel bien dire, tant de Lady Catherine que de sa fille, mais d'après certains détails qu'il nous a révélés concernant sa seigneurie,
Je crains que sa gratitude ne l'égare et qu'en dépit du fait qu'elle est sa bienfaitrice, elle ne soit une femme pleine d'arrogance et de vanité. Je crois qu'elle est tout cela, en effet, répondit Wickham. Cela fait des années que je ne l'ai pas vue, mais je me souviens très bien de ne l'avoir jamais aimée et que ses manières étaient impérieuses et insolentes. On lui fait la réputation de posséder beaucoup de jugement et d'intelligence, mais je croirais plutôt qu'elle tire une partie de ses capacités de son rang et de sa fortune, une autre de son autorité tyrannique et le reste de l'orgueil de son neveu qui veut que toute sa parenté se recommande par ses qualités d'esprit. Élisabeth reconnut qu'il avait donné de tout cela des explications très rationnelles, et ils continuèrent de s'entretenir à la satisfaction de l'un et de l'autre jusqu'à ce que le souper mit fin à la partie de cartes et permit aux autres demoiselles d'avoir leur part des attentions de M. Wickham. Au milieu du brouhaha du repas, il n'était pas question de tenir une conversation, mais les manières du jeune officier lui valaient la considération de tous. Tout ce qu'il disait était bien dit. Tout ce qu'il faisait était fait avec grâce. Élisabeth quitta la soirée en ne pensant qu'à lui. Rien ne comptait plus que M. Wickham. Elle se souvint que de ses paroles pendant tout le trajet du retour. Pourtant, elle n'eut pas l'occasion de mentionner une fois ne serait-ce que son nom, car ni Lydia ni M. Collins ne cessèrent de parler. Lydia n'avait d'autre sujet que la loterie, le jeton qu'elle avait perdu et celui qu'elle avait gagné. Quant à M. Collins, il décrivait la civilité de M. et de Mme Phillips, affirmant qu'il ne se souciait pas le moins du monde de l'argent laissé au whist et énumérant les plats servis au souper, s'inquiétant à maintes reprises de savoir s'il incommodait ses cousines tant et si bien que le mâle lui avait manqué de dire tout ce qu'il avait à dire quand la voiture s'arrêta devant la porte de la maison de Longbourn. Chapitre 17. Élisabeth, le lendemain, raconta à Jane ce qui s'était passé entre elle et M. Wickham. Jane écouta, partagée entre l'étonnement et l'inquiétude. Elle n'arrivait pas à croire que M. Darcy pût être aussi indigne de l'estime de M. Bingley. Pourtant, il n'était pas dans sa nature de mettre en doute la véracité. Oui, donc je vais reprendre. Donc, pourtant, il n'était pas dans sa nature de mettre en doute la véracité d'un jeune homme d'apparence aussi aimable que Wickham. La seule idée qu'il eût pu souffrir de pareille méchanceté suffisait à émouvoir toute sa tendresse. Et il ne lui resta plus qu'à penser du bien de l'autre, du bien de l'un et de l'autre, à défendre la conduite de chacun et à imputer au hasard ou à l'erreur ce qu'on ne pouvait autrement expliquer. Ils ont dû tous deux être abusés, dit-elle, et d'une manière qui nous échappe entièrement. Des gens dont c'était l'intérêt ont pu représenter l'un à l'autre sous de fausses couleurs. Bref, il nous est impossible de deviner les causes ou les circonstances de leur éloignement, qui a pu survenir sans qu'on puisse blâmer effectivement l'une des parties. Tu as tout à fait raison, et maintenant, ma chère Jane, que vas-tu trouver à dire en faveur de ces personnes intéressées dont la responsabilité en l'affaire est probable? Innocente-les, elle aussi, ou nous serons forcés d'avoir mauvaise opinion de quelqu'un. Moque-toi autant que tu le voudras, mais tu ne me feras pas changer d'avis en raillant, ma chère Lizzie. Songe un peu au déshonneur dont cela couvre M. Darcy si l'on représente traitant de cette façon le favori de son père, un homme que celui-ci avait promis d'établir. C'est impossible. Qui donc, avec des sentiments d'humanité, un peu de considération pour la réputation qu'on lui fait, serait capable d'une chose pareille? Ses amis les plus intimes pourraient-ils se tromper à ce point sur son compte? Non, bien sûr. Il m'est beaucoup plus facile de croire M. Bingley abusé que d'imaginer M. Wickham inventant de toutes pièces le récit qu'il m'a fait de son passé hier soir, avec des noms, des faits, le tout donné sans se faire prier. Si cela est faux, que M. Darcy le démente. En outre, l'insincérité se lisait sur son visage. C'est bien délicat, c'est désolant. On ne sait ce qu'il faut penser. Je te demande pardon, on le sait exactement. Jane, toutefois, ne parvenait à une certitude que sur un point. M. Bingley, si effectivement il avait été dupé, aurait à souffrir de fâcheuses conséquences lorsque l'affaire sera rendue publique.
Les deux jeunes filles durent quitter le bosquet qui était le lieu de cette conversation quand on leur annonça l'arrivée de quelques-unes des personnes dont justement elles s'entretenaient. Monsieur Bingley et ses sœurs venaient personnellement remettre leur invitation au bal longuement attendu de Netherfield, désormais fixé au mardi suivant. Les deux visiteuses se dirent charmées du devoir de leur cher ami, s'écrièrent que le temps leur avait paru bien long depuis leur dernière rencontre et lui demandaient à maintes reprises comment elle avait pu occuper ses loisirs depuis le jour de leur séparation. Le reste de la famille ne retint que peu leur attention. Elles évitèrent Madame Bennet, dans la mesure du possible, dirent quelques mots à Élisabeth et n'adressèrent pas la parole aux autres. Elles firent vite à reprendre la porte, quittant leur siège avec une promptitude qui prit leur frère au dépourvu en s'enfuyant comme si elle avait hâte de se soustraire aux civilités de la maîtresse de maison. La perspective du bal de Netherfield ravit tout l'élément féminin de la famille. Madame Bennet voulut y voir un hommage rendu à sa fille aînée et fut particulièrement flattée que l'invitation eût été transmise par M. Bingley en personne au lieu de l'envoi d'un carton cérémonieux. Jane prévoyait de passer une soirée agréable en compagnie de ses deux amies entourées des soins de leur frère. Les pensées d'Élisabeth allaient au plaisir de beaucoup danser avec M. Wickham et d'observer la manière dont M. Darcy réagirait et se comporterait. La félicité envisagée par Catherine et Lydia dépendait moins d'une seule circonstance ou d'une personne en particulier, car, bien que chacune, comme Élisabeth, eut l'intention de danser la moitié du temps avec Wickham, il n'était en aucune manière le seul cavalier susceptible de combler leur attente, et un bal, de toute façon, restait un bal. Marie elle-même était en mesure d'assurer sa famille qu'elle s'y préparait sans déplaisir. Aussi longtemps que je peux disposer de mes matinées, disait-elle, cela me suffit. Je ne considère pas comme un sacrifice de participer occasionnellement à une soirée. La société possède des droits sur chacun de nous et je n'hésite pas à m'affirmer de ceux qui jugent les intervalles de récréation et d'amusement profitables à tous. L'humeur d'Élisabeth était rendue si belle par l'événement que, alors qu'il ne lui arrivait pas souvent d'adresser la parole à M. Collins sans que ce fût nécessaire, elle ne put s'empêcher de lui demander s'il comptait accepter l'invitation de M. Bingley et, au cas où il le ferait, s'il trouverait convenable de tenir sa place dans les amusements de la soirée. Elle fut assez surprise de découvrir qu'il n'entretenait pas le moindre scrupule à ce sujet et qu'il était loin de craindre une réprimande de la part de l'archevêque ou de Lady Catherine de Bourgh s'il s'aventurait à danser. Eh bien, c'est sur cette phrase que s'achève cette lecture d'Orgueil et préjugés de Jane Austen. Il nous reste encore une dernière lecture, donc c'est pour tout de suite sur C8 dans Voyage au bout de la nuit.